Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé, et aujourd'hui nous continuons ensemble la série sur le terrier du lapin ou Rabbit Hole. Pour celles et ceux qui n'ont pas écouté les vidéos précédentes à ce sujet, un petit récapitulatif de la chose, Rabbit Hole en fait c'est une collection, une nouvelle collection de jeux publiés chez Arkham Asylum Publishing, des jeux de rôle qui sont autant pour les passionnés, les vétérans comme pour les débutants. Des jeux en solo, des jeux en format de journaux, des jeux de rôle sans maître de jeu, des aventures narratives en famille, des jeux à tendance OSR, des jeux de dés, des jeux de cartes et autres. Une sélection de plusieurs petits jeux qui seront maintenant traduits en français. Et j'ai la chance en fait de pouvoir travailler avec Arkham sur de nombreux projets en lien avec le Rabbit Hole. Et parmi les différentes initiatives pour encourager la promotion de ces petits ouvrages indépendants, eh bien, je produis cette série de courtes vidéos sur les différents livres de cette première vague qui s'annonce justement très variée. Et par le passé, dans les autres vidéos, j'ai abordé des jeux justement solo, des jeux qui pouvaient se jouer à un nombre de participants très précis. Mais là, aujourd'hui, je suis dans quelque chose d'un peu plus classique, mais qui possède tout de même, malgré tout, ces petites ramifications bien particulières. Un jeu de rôle que j'aime beaucoup, tellement que je l'avais déjà avant la traduction en français, je l'avais acheté dans sa version anglaise. Il s'agit de The Job de André Novoa, avec la participation pour la mise en page de Guillermo Gontijo, que j'ai déjà mentionné en fait dans la toute première vidéo de la série sur le Rabbit Hole. C'est Guillermo Gontijo, c'est lui qui a fait la mise en page et qui est l'auteur du jeu Blurred Lines, qui est un jeu solo qui veut un peu reproduire l'effet des films Giallo. Mais The Job, on est dans toute autre chose, bien qu'on retrouve encore la touche visuelle bien précise de M. Gontijo. The Job, en fait, c'est un jeu de rôle de braquage orienté pour des sessions assez courtes. Donc, c'est pas pour la campagne à long terme. On ne parle pas d'une progression de personnages sur plusieurs sessions avec une évolution de psychologie absolument incroyable. On se concentre sur un coup, une seule mission, un plan à monter et à exécuter. Dans The Job, les joueurs incarnent une équipe de spécialistes réunis pour une casse. C'est vraiment un vol bien précis à la Ocean Eleven, un vol ambitieux, une opération risquée, un plan qui doit être soigneusement préparé pour être mis vraiment de l'avant. Et comme dans les films de braquage, tout commence par une idée simple. Si le plan est bon, ça devrait marcher. Et on met quand même une emphase sur le plan parce que ça reste que c'est une étape, une section bien précise du déroulement d'une partie classique de The Job. Chaque participant incarne un personnage qui est vraiment, vraiment bon dans un domaine très précis. Ça peut être l'acrobate, le dresseur, le chauffeur et plus encore. Chaque spécialiste possède ainsi des capacités qui viennent interagir directement avec le système de jeu. Et en gros, le jeu se déroule en fait justement en deux phases. La première, c'est la préparation. Ensemble, les joueurs, les participants, imaginent et construisent le plan de la casse lors d'un briefing. On a qu'est-ce qu'on cherche à obtenir, l'endroit où se trouve l'objet, la quantité d'argent que vous pouvez dépenser dans vos préparatifs sur l'équipement que vous pouvez acheter, et également aussi des complications. Des complications qui doivent être conçues d'avance, des obstacles qu'il faudra surmonter durant la casse, 6 pour être exact. Et le plan en fait est structuré en 12 scènes. Tout se déroule en 12 scènes. Le jeu, c'est 12 scènes du début à la fin, 12 moments clés qui décrivent comment l'opération est censée se dérouler. Il ne s'agit pas ici de prévoir chaque détail, on s'entend, sinon à quoi ça sert de jouer, mais de donner une forme claire à l'histoire à venir. C'est une structure commune, une vision partagée du vol qui va se dérouler, même s'il y a quand même un maître de jeu. Le maître de jeu est présent, il y a des petits outils qui sont à sa portée pour pouvoir influencer la partie, pour pouvoir mettre des petits bâtons dans les roues des personnages. Et les 12 scènes, en fait, le déroulement de la partie, ces fameuses 12 scènes, eh bien, elles contiennent l'infiltration, le déploiement, l'exécution ainsi que la fuite. Ainsi, chaque section, que ce soit l'infiltration, le déploiement, l'exécution, etc., eh bien, c'est un nombre précis de scènes qui va se dérouler, qui va mettre en scène, justement, cette section du vol en question. Et une fois que le plan est bien prêt, une fois que tous nos personnages ont vraiment bien décidé ce qu'ils devaient faire et comment le tout devrait normalement se dérouler, eh bien, on en vient à l'exécution. La casse démarre réellement. Les scènes prévues sont jouées une à une et lorsque les actions deviennent incertaines, le système de jeu entre en scène. Un système de jeu très simple. Un participant doit lancer en fait 2d6, un peu comme les
PBTA, en quelque sorte, les Powered by the Apocalypse, mais sans move, sans action précise. C'est vraiment juste une forme un peu plus libre. 2d6 avec des concepts de avantages et désavantages. Donc, vous lancez 3d6 par exemple et vous gardez les deux meilleurs. Vous lancez 3d6 et vous gardez les deux. En fait, vous enlevez le meilleur et vous gardez les deux moins bons. Et le résultat, en fait, se lie de la façon qu'un PBTA pourrait le démontrer, c'est-à-dire que si le résultat final est entre 1 et 6, c'est un échec, et là, il se passe plein de choses. Entre 7 et 9, c'est une réussite, mais il peut y avoir certaines complications, on va dire, et 10 et plus, eh bien, l'action est réussie. Les personnages sont très simples à prendre en main, ils sont définis par, justement, un rôle, leur capacité, leur place au sein de l'équipe. Tout repose vraiment sur la fiction et le choix, en fait, aussi dans quelque sorte des actions que les joueurs veulent mettre de l'avant, mais aussi de la façon qu'ils ont préparé la casse en question. Et le cœur, en fait, du jeu, on va dire ce qui vient en quelque sorte créer cette petite épice de nouveauté dans un jeu qui, normalement, sinon, serait assez simple et fonctionnerait comme un PBTA classique, mais sans les moves, sans les actions, eh bien, c'est qu'il y a une pile de dés qui est placée au centre de la table. Une pile de dés qui va prendre de l'ampleur à mesure que la partie va continuer. Et à chaque échec ou complication, il y a un dé qui est ajouté à la pile. Et au fil de la partie, la pile sert en quelque sorte de repère commun pour suivre l'étape de l'opération en question. Et au début, en fait, il y a la première pile qui est déjà entamée, qui se complète selon en fait l'introduction à la partie en quelque sorte. Et à mesure que les gens mettent en fait place des dés sur la pile en question, celle-ci va éventuellement tomber. Et lorsqu'elle tombe, on crée une seconde pile qui débute vide, mais qui se remplit à mesure que les personnages continuent à faire des actions. Et on place vraiment des dés sur la pile lorsque, par exemple, justement, un personnage obtient entre 7 et 9 sur un résultat de dés. Eh bien là, ça peut se démontrer, s'expliquer par cette espèce de tension, cette espèce de moment de crise qui vient en soi créer une certaine pression, un certain stress durant la partie, et ainsi on ajoute un dé à la pile parce que l'action est réussie, mais malgré tout, ça pourrait s'écrouler à tout moment. Et lorsque la seconde pile, en fait, tombe, il y en a une troisième qui est également aussi grimpée, qui va débuter à 0, mais qui prend de l'ampleur à mesure que la partie avance. Et si la troisième pile, en fait, tombe avant la fin de la 12e scène, la fin vraiment de la casse et de la fuite, eh bien là, les personnages, malheureusement, eh bien, ils sont capturés. Capturés par les forces de l'ordre et ils doivent faire face aux actions qu'ils ont commis, aux crimes qu'ils ont pu mettre de l'avant. Mais si les personnages réussissent à fuir, en fait, la dernière scène, la 12e scène, avant que la troisième pile s'effondre, eh bien, ils ont réussi l'action qu'ils souhaitaient vraiment entreprendre. Ils ont réussi, en fait, la casse du siècle et ils passent des beaux jours sur une île tropicale à profiter de l'argent qu'ils ont accumulé de leur vol. Et cette mécanique-là donne au jeu vraiment une dimension très visuelle et très collective, en sens que tous les personnages, tous les joueurs participent, ne veulent pas à la même casse, ils partagent les mêmes enjeux, ils voient l'opération évoluer en temps réel, ils savent qu'on était à la deuxième pile de dés, on était à la deuxième, en fait, vraiment, on pourrait presque dire un immeuble à étage de dés, et ils vont ajouter leurs actions, leurs décisions en conséquence, à sachant à quel point est-ce qu'ils sont proches de l'échec ou proches de la réussite. Et on le sait bien, ça peut se conclure par une réussite spectaculaire ou par une finale complètement imprévue. Donc, The Job ne cherche pas vraiment à tout faire, ça se concentre sur une expérience très précise. Ça la développe avec clarté et efficacité. C'est un jeu qui est pensé pour des one-shots, qui est facile à prendre en main, qui est idéal à raconter le temps d'une soirée, l'histoire d'un plan et ce qui est mis à l'épreuve durant ce plan avec autant justement des jets de dés classiques, autant une certaine adresse alors qu'on doit faire grimper cette fameuse étage de dés qui s'accumule, cette pile de dés qui s'accumule. Et finalement, l'ouvrage se termine avec une liste de braquages que les participants peuvent mettre en scène telles quelles, ou ils peuvent aussi les transformer, les changer, les fusionner, les modifier vraiment comme bon vous semble. Mais je les trouve tous très cool, sont très différents les uns des autres, ils ont tous des thèmes différents, une approche différente, et ça vous permet un peu de constater quelles sont les méthodes employées pour pouvoir concevoir et quels éléments vraiment doivent être mis de l'avant lorsqu'on prépare un braquage. Et je voulais vous donner un exemple comme ça. J'ai pris Marble Like Flesh, donc du marbre comme la chair. L'objet qui est à voler, c'est le David de Michelangelo.
L'endroit où est-ce que la statue est située, c'est dans un château en Écosse. Le budget est évalué à 200 000 $ et il y a les 6 complications qui sont présentées. Donc, la complication 1, c'est un champ miné pour se rendre jusqu'au château, probablement. La complication 2, c'est une meute de loups. La complication 3, c'est le plancher de toutes les salles sont électrifiés lorsque le propriétaire des lieux n'est pas présent. La complication 4, c'est un système d'alarme qui s'active qui, selon la détection de mouvement. La complication 5, c'est en fait le personnel qui est présent au château, autour du château, sont tous entraînés, ceinture noire, de karaté, prêts à en découdre. Et finalement, la complication 6, c'est qu'il y a un scan qui doit être activé avec la rétine du propriétaire pour pouvoir avoir accès à la chambre secrète où se trouve la fameuse statue de Michelangelo, le David de Michelangelo. Donc, c'est tout. Ça ressemble pas mal à ça. Le reste, en fait, c'est des astuces, des belles illustrations. Encore une fois, mon Dieu. J'en ai fait mention dans la vidéo sur Blurred Lines, là, mais je suis vraiment un gros fan de l'approche visuelle de Guillermo Gontijo. Je trouve vraiment qu'il y a une touche qui est bien à lui. J'adore ça, son collage, ses couleurs et tout ça. Je trouve que c'est vraiment de toute beauté. C'est un fichu de bel ouvrage qui se présente très bien, qui se joue très bien, qui peut aussi être utilisé pour initier des gens au jeu de rôle si jamais vous souhaitez initier votre famille et qui sont peut-être moins, disons, friands du genre médiéval fantastique. C'est quelque chose d'autre. On est vraiment dans une toute autre ambiance. Et sinon, quoi dire de d'autre? Eh bien, bien entendu, la version française également possède une série de questions-réponses avec l'auteur du jeu, comme tous les autres ouvrages en fait du Rabbit Hole, où on a voulu un peu approfondir les réflexions de l'auteur concernant le livre en soi. Comment est-ce qu'il a conçu ça? Pourquoi? Dans quel contexte? Ça a été quoi un peu son cheminement menant à la publication de l'ouvrage? Et je vous dirais que pour l'instant, dans tous les livres que j'ai présentés, dans le cadre du Rabbit Hole, The Job, c'est mon préféré. Je devrais pas le dire, là. Au final, j'essaierai de dire d'être le plus neutre possible dans mes présentations, mais The Job, c'est vraiment mon préféré. Peut-être parce que c'est un peu plus classique dans sa mise en place, dans le sens qu'il y a un meneur de jeu, des participants et tout ça, mais il y a quand même ce petit quelque chose de plus avec la fameuse pile de dés. Et aussi le thème, je trouve ça vraiment intéressant. C'est le fun, c'est simple, c'est rapide. 2d6 avec les réussites mitigées, réussites complètes, échecs. Ça se prend d'un claquement de doigts. Donc oui, The Job, toujours publié chez Arcane Asylum, traduit en fait chez Arcane Asylum pour la collection du Rabbit Hole. Si jamais vous êtes curieux d'en savoir plus, bien entendu, tous les liens menant aux différents réseaux sociaux, sites internet pertinents sont disponibles dans la description de cette vidéo. Et si jamais vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Vous pouvez les mettre aussi dans les commentaires. Si ce n'est pas fait, bien entendu, un petit like, petit pouce vers le haut, petit abonnement également aussi, j'apprécie ça. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.